Bien, bonsoir à tous et à toutes. Et je suis très heureux d'accueillir ce soir Jean-Pierre Chaline, qui nous fait l'amitié de venir participer à ce cycle des rencontres du Centre d'histoire du XIXe siècle au sein de la bibliothèque Lavis, à une heure un peu inhabituelle pour nos rencontres, en fin de journée. Donc j'ai accepté de dire quelques mots pour présenter Jean-Pierre Chaline, qui a été mon prédécesseur comme co-directeur du Centre d'histoire du XIXe siècle, puisqu'il a dirigé ce centre pendant une dizaine d'années à la suite de Jean-Marie Mailleur jusqu'à sa retraite en 2008. Il y a de la place devant Olivier. Mais je connais Jean-Pierre Chaline depuis beaucoup plus longtemps. Il me paraît que quand on parle de quelqu'un, on a toujours un peu tendance à parler de soi. Alors je vais vous raconter une anecdote, plus exactement quelques souvenirs. D'abord, j'ai connu les Chaline, Jean-Pierre et Nadine Josette, avant de les connaître. Je les ai connus parce que on parlait d'eux comme étant les parents, je ne savais même pas que vous étiez historien ou à peine, comme étant les parents d'Olivier, le Olivier Chaline, qui se trouve être aussi un de mes condisciples. Nous avons intégré l'école normale supérieure en même temps, en 1984. Alors bien sûr, vous savez que vous étiez l'un et l'autre historien, que vous étiez historien à l'université de Rouen, et je vous ai découvert en réalité au moment de préparer l'agrégation en 1986. Le sujet qui était alors donné était sur la France et les Français de 1859 à 1899, et votre ouvrage, votre thèse, publiée quelques années plus tôt, je crois que la soutenance sous la direction de Louis Girard avait eu lieu en 1979, je le dis pour les plus jeunes, Louis Girard était le fondateur du Centre d'histoire du XIXe siècle. De cette thèse d'État beaucoup plus volumineuse que le volume que vous avez sous les yeux, est sorti Les Bourgeois de Rouen, je crois que c'est en 1982. Donc lorsque je le lis, en 1985, fin 85, il y a 3 ans, que le livre est sorti, et toutes les bibliographies et tous les professeurs nous recommandent ce travail sur les élites du XIXe siècle à travers l'exemple de la bourgeoisie de Rouen, qui avait déjà été précédé par un autre ouvrage de Jean-Pierre Chaline, Deux bourgeois en leur temps, je vais les faire circuler, Documents sur la société rouennaise du XIXe siècle. Je n'ai pas apporté tous les livres, j'ai sorti ceci de ma bibliothèque, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils reviennent, tant qu'à faire, sinon je vais avoir des trous, ce n'est jamais très esthétique, encore que la nature ayant horreur du vide, il risquerait d'être assez vite comblé. Donc nous sommes en 1986, et l'année suivante, après avoir obtenu l'agrégation, je vous avais dit que j'allais parler de moi, après avoir obtenu l'agrégation, je m'inscris en thèse et je participe à la fameuse enquête sur les parlementaires de la Troisième République, dont Jean-Pierre Chaline est une des chevilles ouvrières pour la Haute-Normandie. Sera d'ailleurs publié quelques années plus tard, en collaboration avec Anne-Marie Saune, devenue entre-temps professeure à Rouen, un volume sur les députés aux Normands qui donc appartenaient à cette enquête. Et encore plus tard, je crois vers 2002, Jean-Pierre Chaline va co-diriger le volume de synthèse de cette grande enquête qui avait été lancée au début des années 80 par Maurice Agulon, qui était le directeur du centre côté parisien, et Jean-Marie Mailleur. Je saisis évidemment l'opportunité de rencontrer un professeur à l'université de Rouen, alors que devant trouver un poste d'assistant normalien dans une université de province, je me dis, mais Rouen, c'est assez commode, d'autant plus que ma femme y était déjà. Je me dis, Rouen, c'est assez commode, et donc je vais voir Jean-Pierre Chaline, qui immédiatement me renvoie sur Claude Mazouri, qui dirigeait le département de l'UFR d'histoire, et me voilà parti à Rouen et devenant, pour la première fois, le collègue de Jean-Pierre Chaline en 1991. Alors Jean-Pierre Chaline y est alors depuis quelques années. Il a obtenu l'agrégation au début des années 60, 1963, si ma mémoire est bonne, a enseigné ensuite en lycée, comme beaucoup de jeunes agrégés à l'époque. Petit passage, court passage par le CNRS, assistant à l'université de Caen, et au milieu des années 70, assistant, puis maître assistant, je crois que c'est en 74, à l'université de Rouen, et après la soutenance de la thèse que j'évoquais tout à l'heure, il devient professeur à Rouen en 1981. Je vais dire un mot quand même de l'université de Rouen. Quand je l'ai découverte, ce n'était pas nécessairement le calme absolu. Il y avait des débats,
qui étaient autant historiographiques qu'idéologiques, des débats assez fermes entre deux laboratoires qui se disputaient alors. L'un travaillait sur la révolution, la transition révolutionnaire, l'autre c'était le GRIS. Donc d'un côté vous aviez les universitaires de tendance, disons, plutôt communiste, derrière Claude Mazory, et de l'autre, le plus grand nombre des autres, au sein du GRIS, que dirigeait alors Françoise Telamon, et auquel vous avez longtemps collaboré, notamment autour des sociabilités, sociabilités qui nous vaudra ensuite un livre sur les sociétés savantes dans la France du XIXe siècle, sociabilité et érudition. Et puis de Rouen, vous allez venir à Paris. J'ai dit 91 tout à l'heure, c'est 88. Oui, 88. Donc 88. 91, nous quittons tous les deux Rouen. Vous pour aller à l'UFM de Paris, moi aussi, mais comme étudiant, enfin comme stagiaire. Et vous avez eu la bonne idée de dire aux agrégés qui étaient passés déjà par l'université, ne suivez pas les formations. Donc j'ai eu une année très tranquille. C'était les débuts de l'UFM. Je n'en ai pas connu grand-chose. Et ensuite, nous nous retrouvons à Paris 4, comme on disait à l'époque. Vous êtes élu en 1994. J'y suis alors maître de conférence. C'est-à-dire que nous avons fait un petit peu de chemin ensemble, à des niveaux différents, bien sûr. À ce moment-là, le hasard fait que, c'est pas tout à fait le hasard, que je repars à Rouen. Vous êtes toujours professeur ici même. Et quand j'y reviens en 2003, je vous retrouve directeur du centre du 19e. Par ailleurs, vous avez occupé beaucoup de fonctions administratives. Vous avez été notamment expert au ministère de l'Enseignement supérieur, si je me souviens bien, au milieu des années 90, directeur pendant de longues années de l'UFR d'Histoire, directeur... 10 ans. 10 ans, voilà. 10 ans, je n'avais pas retrouvé le chiffre exact. Directeur pendant à peu près la même durée du Centre d'Histoire du 19e siècle. Co-directeur, et vous l'êtes toujours, de la revue Histoire, Économie, Société. Président du comité d'histoire sociale, c'est le terme, l'Institut français d'histoire sociale. Vous dirigez aussi les études normandes. Bref, une activité très intense et une activité toujours intense. C'est ce qui est tout à fait formidable. On s'est encore revu il y a quelques semaines dans une société d'histoire de la restauration où vous êtes très actif également, et vous l'êtes aussi bien sûr dans la région normande, à Rouen. Vous faites partie de l'Académie de Rouen. D'ailleurs, pour les esprits curieux, vous verrez sur une photo du livre qui circule Monsieur et Madame Chaline au cours d'un voyage organisé par l'Académie de Rouen. Vous ne le saviez pas peut-être? Donc Vous savez comment je suis présentée sur Internet? Non. Épouse d'Olivier Chaline, mère d'Olivier Chaline, et puis accessoirement historienne. Bon. Il faudra que vous veniez nous en parler plus longuement au cours de ces rencontres. Ça pourrait être tout à fait intéressant parce que, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas David Bonnet-Chaline, spécialiste d'histoire religieuse de la France et a été professeur à l'université d'Amiens. Donc je disais une carrière très riche et une carrière qui s'est déployée dans différentes directions de l'histoire sociale et en particulier de l'histoire des élites, on l'a vu avec la bourgeoisie, à l'histoire de la Normandie, vous avez beaucoup écrit sur l'histoire de la Normandie, mais aussi, peut-être plus inattendu, l'histoire des objets, à une époque où ça n'était pas forcément si fréquent de s'y intéresser, en particulier ces fameuses assiettes historiées qui vous ont valu 2 ouvrages en collaboration, l'un qui n'est pas ici, qui portait sur les assiettes au XIXe siècle, à la suite d'un colloque qui avait été organisé par le Centre d'histoire du XIXe siècle, et ce volume, ce très beau volume sur la Grande Guerre des assiettes. Cela fait partie aussi de vos centres d'intérêt qui sont apparus, et aussi, bien entendu, un nombre important d'ouvrages collectifs, je pense en particulier à celui sur les académies en Europe. Mais je ne vais pas être trop long pour laisser à Nathalie Duval et Isabelle Dasque, qui ont la particularité à la fois d'appartenir au Centre d'histoire du XIXe siècle et d'avoir fait leur thèse
avec Jean-Pierre Chaline, sous la direction de Jean-Pierre Chaline, Isabelle Dasque sur les diplomates de la Troisième République et Nathalie Duval sur l'école des Roches. Donc je vais leur laisser la parole, puisque ce sont elles qui vont animer le débat. J'espère ne rien avoir oublié d'important de votre parcours à la fois académique et scientifique. De toute manière, vous aurez l'occasion éventuellement de corriger tel ou tel point. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues et amis. Effectivement, on a eu une carrière tout à fait croisée. On se retrouvait ici, à Rouen, à Paris. Ça n'a pas cessé. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai un peu une petite émotion à revenir à la vis. Je n'y avais pas mis les pieds depuis le temps que je préparais l'oral de l'agrégation. Donc ça fait un certain temps, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et à titre indicatif, pour l'anecdote, dans les années 1980, quelqu'un eut l'idée d'aller ranger les placards qui sont dans le couloir là, que vous avez derrière. Et devinez ce qu'ils y ont trouvé. Des cocktails Molotov qui dataient de l'occupation des lieux en 1968. Donc vous voyez, cet endroit est chargé d'histoire, et celle-là peut-être vous ne la connaissiez pas. Je passe le micro à mes deux anciennes doctorantes, et aujourd'hui titulaires bien sûr. Alors, Monsieur Chaline, j'aimerais tout d'abord vous poser une question portant sur la photographie qui illustre l'affiche annonçant cette rencontre. Cette photographie m'a en effet intriguée par rapport à celle qui avait été retenue pour les rencontres précédentes. Et j'aimerais vous demander pourquoi vous avez choisi cette affiche où l'on vous voit face à un livre de profil. Eh bien, écoutez, Sophie Lermite avait trouvé je ne sais où cette photo, mais je n'avais pas vraiment pas l'air aimable. Alors je me suis dit, quand même, si je ne vais pas décourager les étudiants qui vont venir, je vais en mettre une un peu plus souriante. Et c'est celle que vous voyez. Je suis en train de dédicacer un livre. Et sachez que j'ai retrouvé le sourire et l'expression que je vous connaissais, Monsieur Chaline, lorsque vous faisiez cours ou lorsque vous nous receviez en entretien. Mais peut-être que l'autre était aussi, vous auriez peut-être rappelé quelque chose quand je n'étais pas content de vos travaux. Ah oui. Autre question, quel souvenir gardez-vous de votre passage à la direction de ce laboratoire de recherche? Mais écoutez, c'était une promotion d'abord, tout à fait remarquable, et puis donc j'ai été fier et que j'ai apprécié car ça permettait de diriger, mais d'en haut, sans entrer trop dans le travail de chaque professeur, de diriger d'en haut des études collectives. On a évoqué tout à l'heure les parlementaires de la Troisième République, il y a eu d'autres études aussi. Il y en avait une qui avait été commencée sur le personnel de 1848, mais pour des raisons diverses, elle a beaucoup traîné, mais elle a fini par aboutir. Mais on faisait des choses tout à fait intéressantes et autant que possible en collaboration entre les gens de Paris 1 et de Paris 4. J'avais toujours souhaité maintenir cette unité sur l'étude du XIXe siècle qui avait été un petit peu négligée par les années précédentes. Et quelle serait votre originalité par rapport aux autres directeurs de ce centre, que ce soit Jean-Marie Mailleur, côté Paris 4, ou bien côté Paris 1, Alain Corbin, Antoine Pro ou Dominique Khalifa? Eh bien, Jean-Marie Mailleur, c'était un ami, on s'entendait très très bien, ainsi que mon épouse d'ailleurs, qui avait travaillé avec lui. Mais Jean-Marie Mailleur, comme vous savez, était surtout un spécialiste du politique et du religieux, sinon du politico-religieux même. Alors, il m'est arrivé de travailler avec lui dans les enquêtes que nous avons évoquées tout à l'heure, sur les parlementaires, par exemple. Et moi-même, il m'est arrivé de donner dans l'histoire, ce qu'on appelait l'histoire religieuse à l'époque, aujourd'hui l'histoire du fait religieux. Avec ma femme, on avait publié une histoire du diocèse de Rouen qui avait demandé pas mal de recherches, notamment sur la pratique religieuse, dans l'esprit du chanoine Boulard, par exemple. Et puis, par ailleurs, sur le politique, il m'est arrivé aussi d'écrire des ouvrages qui avaient un caractère d'histoire politique. Bon, par exemple, j'en ai fait un sur la Restauration, un peu tardivement,
mais d'autres aussi, et qui m'avaient beaucoup intéressé. Et j'ai dirigé aussi des travaux qui portaient sur de l'histoire politique. En particulier, je vois l'auteur en face de moi, sur les droites sous la Restauration, qu'Olivier Thor avait particulièrement mis en valeur. Mais ce n'était pas le seul. J'avais aussi un travail sur les radicaux, par exemple. Et puis aussi, je vous dirais, quand on travaille sur la bourgeoisie, on vous donne volontiers une étiquette, histoire des élites, etc. Il m'est arrivé aussi de travailler sur des sujets beaucoup plus prolétariens, si vous voulez. C'est ainsi que j'ai republié le premier livre écrit en France par un ouvrier, un Rouennais qui s'appelait Noiret, et son livre avait fait tout un scandale, c'est pourquoi j'avais intitulé mon livre « L'affaire Noiret ». J'ai aussi réédité avec Francis Démier le tableau de Villermé sur les ouvriers au XIXe siècle, donc vous voyez, je ne suis pas cantonné dans les élites. Et détail horrible que j'ajouterais, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que j'étais président de l'Institut français d'histoire sociale. Imaginez-vous que cette société savante est particulièrement spécialisée dans les travaux sur l'anarchisme. Donc vous voyez, j'ai quand même une variété d'approches qui n'apparaîtra peut-être pas au premier abord. Et qu'est-ce qui distingue les sujets de recherche de notre université par rapport à... Oui, alors vous m'aviez posé la question pour sur... Alain Corbin, Antoine Paul... Oui, alors absolument. Alors avec Alain Mayer, donc, comme je vous l'ai dit, avec Alain Corbin, j'avais toujours eu une excellente relation fondée sur une estime réciproque et une sorte de profil d'historien un peu semblable, si vous voulez. Tous les deux, on a commencé en province, une thèse sur la province, lui sur le Limousin, moi sur Rouen, mais une thèse dans l'esprit que je pourrais vous détailler tout à l'heure, des études d'Ernest Labrousse, qui avait lancé tout un tas d'études de ce genre. On avait commencé là-dessus, mais on a tous les deux assez vite compris que c'était une impasse et qu'il fallait aller au-delà et que le social n'était intéressant que si on le considérait comme une histoire globale qui incluait aussi bien des aspects culturels, religieux, économiques aussi bien sûr, et on s'est en quelque sorte réorienté assez vite. Alors lui, vous connaissez les travaux qu'il a fait, tout à fait remarquables. Moi, je me suis orienté vers les études sur la sociabilité, comme on l'a dit, avec tout un centre de recherche à Rouen qui travaillait là-dessus. Et ma spécialité, c'était les sociétés savantes, mais il y avait toutes sortes d'autres formes de sociabilité liées à d'autres préoccupations que le culturel. Et donc, c'était quelque chose de tout à fait différent. Et on s'est orientés tous les deux vers l'histoire des représentations, qui était un élément plus neuf et, à mon avis, plus intéressant. Mais je reviendrai, si vous voulez, sur mes pistes de recherche. Passage peut-être un petit peu obligé de ces entretiens, c'est de revenir sur votre formation intellectuelle. Oui. Et vos années d'apprentissage. D'abord, comment l'enfant né à Orléans en est-il venu à l'histoire, et plus précisément l'histoire de Rouen? Alors, il y a des phénomènes comme ça, de hasard. Bon, je suis né à Orléans, mais vers l'âge de 10 ans, je suis parti pour Paris. Et donc, si je suis resté très attaché à ma ville natale, je suis devenu plutôt parisien, et ensuite rouennais un peu par hasard, parce que mon service militaire m'avait orienté vers une école militaire, ce qu'on appelait des enfants de troupe à l'époque, qui se situait aux Andelys, dans la Seine-Maritime. Et à partir de là, on s'est installé à Rouen, et puis, ayant trouvé un sujet de thèse sur Rouen, j'y suis resté, et j'ai trouvé finalement que c'était un endroit tout à fait agréable. Alors, quel était un peu le contexte, à la fois intellectuel, social, de l'enseignement et de la recherche en histoire,
lorsque vous avez entrepris vos études, puis votre thèse? Alors, si vous voulez, j'évoquais tout à l'heure le nom d'Ernest Labrousse. Il pesait très lourd dans ces années 1960, 70, c'est peut-être encore 80, je ne me souviens plus à quelle époque il est décédé. C'est-à-dire une histoire sociale qui se ramenait en fait essentiellement, sinon uniquement, à la dimension économique des classes sociales. Pour Labrousse, on était bourgeois à partir de tant de milliers de francs de fortune. Voilà. Et on oubliait totalement ce qu'on appellera ailleurs le capital intellectuel, par exemple. Pour vous donner un exemple tiré de mes recherches, alors, selon les indications de Labrousse, qui avait été relayées par Adeline Domard, qui avait fait une belle thèse sur la bourgeoisie parisienne, mais une thèse typiquement labroussienne, où on ne parlait pratiquement que de fortune. On étudiait les successions, on étudiait les inventaires notariés, mais pour vous donner un exemple, dans l'inventaire notarié, il arrivait que l'on donne le poids d'argent que représentait la vaisselle des gens, mais on n'avait pas l'idée de chercher un peu ce qu'ils faisaient avec cette vaisselle, les repas, les réceptions, la vie mondaine qui courait avec. Autrement dit, c'était une histoire tronquée. Et je dirais aussi, Labrousse, je ne sais pas exactement quelles étaient ses affinités politiques, mais enfin c'était une histoire très marxiste, si vous voulez, qui ne reposait que sur la vision des détenteurs des moyens de production, un point final. Et pour vous donner un exemple de ce que j'avais pu constater dans mes études pour voir que ça ne suffisait pas, en 1846, j'avais étudié toutes les successions rouennaises en 1846. Eh bien, celui qui était le plus riche en 1846, c'était le père de Gustave Flaubert, un grand médecin, chirurgien. Il avait une fortune de plus d'1,5 million, et c'était lui le plus riche de l'année. Or, il n'avait rien de commun avec l'image du chef d'entreprise, de l'industriel, du capitaliste habituel. Autrement dit, ça montrait bien qu'il y avait autre chose, et qu'il ne fallait pas se limiter à une catégorie présumée d'avance. Et c'est ça que, petit à petit, j'ai été amené à développer. Et donc, en enrichissant l'étude économique qui a tenu une grande place dans mes années de recherche et puis dans le livre qu'on vous a évoqué tout à l'heure, mais ensuite, il y a autre chose. Et c'est cette autre chose qui est peut-être le plus intéressant et le plus original. Et c'est en cela que, comme Alain Corbin, donc, je me suis défait de cette emprise initiale labroussienne, qui avait ses mérites, mais qui était, à mon avis, insuffisante et dépassée. Et par rapport à votre sujet d'étude en thèse sur la bourgeoisie de Rouen, comment avez-vous choisi votre directeur de recherche ? Et comment avez-vous défini votre sujet? Alors, je pourrais vous dire d'abord pourquoi j'ai travaillé là-dessus. C'est toujours un peu le hasard. Et je pense qu'il y a des gens comme Isabelle, par exemple, qui pourraient nous dire que les sujets de thèse, c'est pas toujours le premier qu'on avait imaginé, que l'on finit par réaliser. Moi, j'avais pensé au début, je vous ai dit que j'étais né à Orléans, j'aurais bien fait une thèse sur Orléans au XIXe siècle, il n'y avait rien là-dessus. Seulement, manque de chance, les archives avaient brûlé en 1940, alors c'était quand même pas très encourageant. J'avais pensé aussi un moment à faire une thèse, alors qui aurait plu à Mayer certainement, d'histoire religieuse sur Paris. Il y avait des études sur toutes sortes de régions de province, j'aurais bien aimé faire quelque chose sur Paris. Mais à l'époque, c'était pratiquement impossible, les archives n'étaient pas accessibles à ce moment-là. Et arrivé à Rouen, un jour, par hasard, il y avait à côté du lycée où j'avais été nommé un centre pédagogique qui avait une petite bibliothèque. Et je tombe sur la thèse d'Adeline Domard, La bourgeoisie parisienne. Et j'ai trouvé que ça, c'était très bien. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire la bourgeoisie de Rouen. Et je suis allé chercher
un directeur, et ça a été Louis Girard. Alors Louis Girard, il faut quand même l'évoquer parce que c'est lui qui a créé ce centre où nous sommes. Le bureau où siège Sophie Lermite à côté, c'était le bureau de Louis Girard. Et c'était un grand monsieur, si vous voulez, qu'on a un peu oublié. Moi, j'aurais bien aimé qu'un jour on mette le nom de Louis Girard sur la porte du bureau à côté. Ça serait une façon de se rappeler de lui. C'était quelqu'un qui avait travaillé sur le Second Empire, qui n'avait pas de spécialité vraiment marquée. C'était plutôt une histoire politique, une histoire un petit peu traditionnelle, mais il acceptait parfaitement que l'on fasse des thèses sur des sujets nouveaux, alors que ce soit de type labroussien ou que ce soit plus en avant sur des sujets comme les représentations. Donc, et puis alors, Girard, si vous voulez, j'ai retenu de lui cette idée que j'avais lâchée un jour à Loïc Vadlorge quand il venait pour préparer sa propre thèse. Moi, j'estime que les doctorants ne doivent pas être la voix de son maître. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Autrement dit, c'est pas intéressant de refaire une thèse pratiquement la même, avec la même méthodologie. Ça n'apporte rien. Et Louis Girard admettait qu'on fasse des choses nouvelles. Et ça me paraît tout à fait propice à un renouveau de l'histoire à chaque génération. J'aurais une dernière question, une autre question à vous poser, c'est de savoir, à propos de votre passage depuis l'université de Rouen jusqu'à la Sorbonne, pourquoi avoir changé d'université et comment s'est opéré ce passage, sachant qu'il y a une circulation de chercheurs et d'enseignants entre les deux universités. Et que retenez-vous de ce passage? Jacques Olivier a évoqué ces mutations diverses, mais en faisant des allusions. Si vous voulez, l'université de Rouen, et notamment en histoire, c'était une annexe du Parti communiste. Et on avait l'impression, quand on n'en faisait pas partie, de vivre en RDA, c'est-à-dire en Allemagne de l'Est. Vous ne pouvez pas imaginer le contrôle intellectuel qui régnait dans cette maison. Alors d'abord, sur les promotions. On a attendu, ma femme et moi, je ne sais combien d'années pour passer d'assistant, à un statut temporaire, à celui de maître assistant, maître de conférence aujourd'hui. Et à chaque fois, on faisait passer d'autres gens devant nous. Un autre exemple qui vous choquera peut-être davantage, il y avait dans mes cours toujours un espion qui notait le cours, et le soir, il allait ramener ça à la cellule locale, et sous la direction d'un des bons professeurs de nos collègues, enfin qui n'était d'ailleurs pas professeur à l'époque, mais qui a été cité tout à l'heure, on refaisait mon cours, en corrigeant ce que j'avais dit qui n'était pas conforme à la ligne du moment. Alors vous voyez un petit peu. Alors quand j'ai réussi à partir de là, j'étais très content, et si vous voulez, par rapport à Rouen, l'arrivée à Paris 4, c'était le paradis après le purgatoire, si vous voulez. Et là, tout marchait bien. Les collègues étaient aimables, on se faisait pas de mauvais coups en dessous, et on m'a confié très vite des responsabilités, celle de directeur du FR, que j'ai gardé 10 ans. Mais je n'aurais jamais pu l'être à Rouen. C'était pas possible. Il faut imaginer ces choses, et cela jouait aussi sur les sujets qui étaient pris par les étudiants. On leur donnait des sujets qui étaient très, très idéologiquement cadrés et qui ne menaient souvent pas à grand-chose de nouveau. Parce que la méthodologie était déjà tracée et les conclusions étaient déjà quasiment acquises d'avance. Donc c'était le contraire de ce qui pour moi représentait l'histoire et le travail de renouveau historique. D'ailleurs, je me permets de témoigner du fait, quand j'étais étudiante à l'université de Rouen, en 3e année licence, d'avoir perçu à mon niveau cette raideur idéologique avec Claude Mazouric et ses confrères, et
une modération, une hauteur de vue quand je suivais vos cours sur les Amériques, et qui fait que, alors qu'il y avait effectivement des appels du pied pour travailler en maîtrise avec Claude Mazouric, j'ai préféré vous choisir parce que votre sujet de thèse, le Normandie, correspondait à votre spécialité. Et là, j'ai pu vivre cette liberté effectivement de recherche historique, dont je vous suis toujours reconnaissante. Alors, nous souhaitions revenir un peu sur vos champs et différents travaux de recherche en termes d'outils, d'objets, de méthodologie. Vous y avez déjà beaucoup répondu. Mais vous insistez sur le fait que vous êtes émancipé de cette empreinte labroussienne, de ces générations labroussiennes qui étaient antérieures et aussi contemporaines de la vôtre. Mais quelle fut alors votre méthodologie personnelle, en quoi vous avez effectivement renouvelé cette approche de l'histoire sociale? Eh bien, mes bourgeois, j'avais découvert qu'ils n'étaient pas seulement des détenteurs d'un gros capital ou de choses comme ça, mais qu'ils avaient une vie sociale. Et que c'était intéressant, et qu'il y avait une sociabilité, et qu'il y avait aussi toutes sortes de représentations qui régnaient à cette époque-là, que l'on peut bien sûr contester, mais qui étaient intéressantes à suivre. Donc il y a eu une ouverture sur des tas d'autres choses. Et puis aussi, je dirais, alors ça c'est peut-être une différence que j'ai avec Alain Corbin, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Alain Corbin, je trouve, travaille avant tout sur un apport livresque, si vous voulez. Si vous regardez beaucoup de ses bouquins, il a une connaissance extraordinaire de toutes sortes d'ouvrages, depuis la fin du XVIIIe siècle jusque quasiment à nos jours, que ce soit sur le désir de rivage, que ce soit sur les cloches, sur tous les sujets dont il a fait des livres si intéressants. Mais je pense qu'il n'avait pas, qu'il n'a jamais eu vraiment le goût de l'image et le goût de l'objet comme élément historique. Et ça, c'est au contraire quelque chose qui m'a toujours intéressé. Alors, on a parlé tout à l'heure de cette histoire d'assiette avec une collègue, maître de conférence aujourd'hui à la retraite, qui s'appelait Maïté Bouissy. On avait fait un premier livre, mais à la suite d'un grand colloque, sur les faïences imprimées. On avait appelé ça un média de faïence, les assiettes imprimées du XIXe siècle. Et on avait découvert que c'était quelque chose de vraiment totalement méconnu, et qui méritait qu'on s'y intéresse. Et je l'ai continué avec l'occasion donnée par une collectionneuse qui possédait chez elle des centaines d'assiettes, de plats et d'objets relatifs à la guerre de 14-18, et qui ne savait pas trop quoi en faire. Et quand j'ai vu ça chez elle, il y en avait partout, quasiment sur tous les murs, presque au plafond, accrochés, et j'ai vu qu'il y avait quelque chose à en tirer, et c'est devenu ce livre qu'on a montré tout à l'heure, qui m'avait donné beaucoup de satisfaction. J'espère que ceux qui l'auront lu en auront eu aussi, mais en tout cas, moi, j'en avais été très content. Ah oui, je voudrais dire aussi, alors, non seulement l'image des objets, mais aussi ce que j'appellerais l'élément patrimonial, à tous les niveaux. Alors ça, on ne le sait pas ici, mais à Rouen, j'ai des activités de responsables d'associations nombreuses, la Société d'histoire de Normandie, les Amis des monuments rouennais, qui me font connaître de très près le patrimoine, non seulement de cette ville, mais de toute une région. Et nous avons publié là une quantité d'ouvrages de bonne tenue, par exemple sur les hôtels particuliers de Rouen, sur les maisons à pans de bois de Rouen, sur les demeures du XIXe siècle, sur les églises de Rouen, etc. Et des ouvrages où j'ai essayé de faire travailler les gens. C'était plus des étudiants. Vous voyez, j'ai remplacé les étudiants par les membres de sociétés savantes. Et dans les sociétés savantes, vous avez des gens parfois un peu farfelus, mais aussi des gens prêts à travailler, et sérieusement, à condition qu'on les guide, qu'on leur donne une méthodologie. Et vraiment, là, ça a été très réussi. On a vraiment fait du bon travail.
Alors, vous avez évoqué l'histoire sociale comme histoire globale, histoire des représentations, des sensibilités, histoire des sociabilités, de l'image, des éléments patrimoniaux. Donc c'est une histoire sociale. Tenez, pour les éléments patrimoniaux, quand notre amie Isabelle Dasque faisait sa thèse sur les diplomates, qui était un sujet d'histoire sociale sur une profession bien donnée, mais j'ai insisté pour qu'elle étudie les résidences des ambassadeurs de France à l'étranger, car ça me paraissait quelque chose d'important. Alors ça vous a donné un peu de travail supplémentaire, mais je crois que c'était quelque chose de révélateur sur l'image qu'on voulait donner de la France dans le pays où était représenté le pays. Oui, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Mais quelle définition vous donneriez de l'histoire sociale dont on sait que les paradigmes ont évolué et que d'aucuns en ont prédit aussi la crise? Oui, bon, écoutez, aujourd'hui, ce n'est plus certainement la piste la plus prometteuse. Hein. J'ai l'impression de parler de choses, comme disait une chanson, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je ne sais pas quoi. C'est vieux. L'histoire sociale, ça a eu son époque. En tant que telle, je pense que c'est quelque chose d'un peu dépassé et que l'on ne pourrait d'ailleurs pas réaliser. L'histoire sociale d'un groupe comme la bourgeoisie de Rouen, ça demandait une durée de recherche considérable qui correspondait à la thèse de doctorat d'État. Et il fallait 10 ans pour faire quelque chose comme ça, sinon plus. Avec la thèse nouvelle, on a des sujets plus concis, plus cernés, et ça ne permet plus de faire ce genre d'études. Hein. Mais on les fait autrement, à travers des comportements, des représentations, toutes sortes de choses comme ça. Mais l'histoire sociale telle que je l'ai pratiquée dans le temps, ça n'existe plus. Hein. C'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui a marqué une époque et c'est plus le moment. Et que diriez-vous de la prosopographie? A-t-elle encore un Alors la avenir? prosopographie, j'y ai donné beaucoup aussi. En particulier, on l'a dit avec Jean-Marie Mayer sur les parlementaires et toutes sortes d'autres catégories sociales. C'est une source tout à fait intéressante. C'est une méthodologie tout à fait intéressante qui mérite, je pense, d'être conservée parce que ça touche vraiment à tous les domaines. Si c'est la prosopographie des membres du clergé, par exemple, ou d'une profession bien précise, on touche à tout, y compris non seulement aux aspects sociaux, aux aspects économiques, mais aux aspects artistiques, à travers les collections que peuvent avoir les gens, à travers les engagements qu'ils peuvent avoir sur des actions sociales, charitable, etc. On touche à tout. Et la prosopographie doit être aussi une histoire globale, si vous voulez, et pas se limiter à la simple carrière d'un individu dans sa profession. Alors, quel a été votre dialogue avec les autres sciences humaines et sociales en termes d'outils conceptuels ou méthodologiques? Je pense par exemple à la sociologie, l'anthropologie, le droit, la littérature. Bon, la sociologie, dans la mesure où on sait de l'histoire sociale, on fait un peu de sociologie, mais je vais peut-être vous choquer, mais je vous dirais que je n'ai jamais été totalement enthousiasmé par la sociologie qui avait apporté tout ce que vous savez à l'école des annales dans l'entre-deux-guerres, un renouvellement de l'histoire, bien sûr, par des approches sociologiques. Mais j'ai souvent été déçu par la sociologie quand je voyais qu'à partir d'une étude de cas assez peut-être micro-historique, on tirait des conclusions générales. J'ai l'impression que ce n'est pas comme ça que travaillent les historiens s'ils sont sérieux. Les autres disciplines, elles ne sont pas à exclure non plus. Bon, vous avez parlé de la géographie. La géographie, je pense qu'elle a sa place dans nos études, mais la géographie ou simplement la topographie, étudier la bourgeoisie, c'est étudier en même temps une ville. Où ils habitent, ces gens-là? Il y a toute une carte sociale qu'il faut faire. Ils ont des investissements, mais c'est où?
dans quelle région, dans quel pays. Il faut une carte du monde pour avoir tous les investissements en actions, en rente d'État que pouvaient faire les bourgeois du XIXe siècle. Et ça allait jusqu'au Japon. C'était extraordinaire. Et donc ça demande des cartes, tout ça. Donc, si vous voulez, l'histoire ne doit pas, bien entendu, être fermée à tout ce que peuvent lui apporter les autres sciences annexes, mais je ne pense pas qu'il faut faire de la fausse sociologie sous le nom de l'histoire. Ni d'ailleurs aujourd'hui de la fausse géographie. Je pourrais dire que la géographie aujourd'hui, elle ne sait plus très bien ce qu'elle est et qu'elle fait des sujets maintenant qui sont presque de l'histoire. Elle fait de la géographie historique maintenant et qui peut être intéressante pour nous d'ailleurs. Alors j'aurais une question à vous poser qui n'était pas prévue, c'est la surprise, la question surprise, M. Chaline. Bien sûr. À propos de la dimension, disons, patrimoniale que vous avez pu donner à vos objets de recherche, c'est le fait d'avoir enquêté aussi sur les monuments aux morts dans certains départements français, et que vous rappellerez. Et je voudrais vous savoir s'il est facile de travailler avec son épouse quand elle est universitaire sur un sujet commun. C'est une excellente question, puisque c'est surtout mon épouse qui avait l'initiative de ce travail sur les monuments aux morts. Elle a fait un très beau livre sur les monuments aux morts de l'Allier, mais on a travaillé aussi, bien sûr, sur les monuments aux morts normands. Et on s'aperçoit que ce travail, qui avait été initié déjà un peu timidement auparavant, a trouvé son épanouissement avec le centenaire de la guerre de 14-18, bien sûr. On a pu publier plein de choses là-dessus et vraiment faire une étude qui est à la fois artistique, car c'est un monument d'architecture, c'est un monument de sculpture, et puis c'est en même temps un monument qui dit quelque chose par ses inscriptions ou par le choix des figures. Alors on parle souvent même de certains monuments pacifistes. Il y en a beaucoup moins qu'on le prétend, mais il y en a quelques-uns quand même. Et en même temps, que signifie la présence du coq gaulois, du poilu jetant une grenade? Et il y a 25 façons de faire un monument aux morts, et c'est extrêmement enrichissant d'étudier ça. Mais là aussi, ça demande de circuler beaucoup et de faire beaucoup de photographies. Autrement dit, l'image redevient tout à fait essentielle, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, l'image, c'est important, c'est vraiment une source historique qu'il ne faut pas laisser tomber. Alors, on a bien compris que l'histoire sociale était un petit peu dépassée, mais vous l'avez dit aussi pour l'utilisation ou l'usage du terme de la bourgeoisie, que vous avez essayé de définir pour le 19e siècle, et vous avez dit que c'était un terme aussi daté ou idéologiquement connoté, mais pour autant assistons-nous à la disparition des réalités qu'elle qualifiait. Alors, si on veut parler des élites, il y a toujours des élites, mais quand on parle par exemple aujourd'hui des bobos, bourgeois bohèmes, un terme qui est un oxymore bien entendu, mais c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on pouvait imaginer au XIXe siècle. Le bourgeois du XIXe siècle, c'est l'antithèse du bobo actuel, si vous voulez. Et pourtant, ces gens-là sont des bourgeois aussi, ou des fils de bourgeois. Tenez, je voyais dans le journal aujourd'hui que parmi les élèves de Sciences Po, qui n'est quand même pas d'un recrutement très prolétarien, vu les conditions parfois financières pour faire les études préalables, eh bien 70% de ces étudiants avaient une préférence pour la gauche et même pour le NUPES. Assez étonnant ça. Bon, eh bien voilà des bourgeois ou des fils de bourgeois qui ne sont pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait au XIXe siècle, assurément, mais qui soient autre chose que des bourgeois, j'en doute un petit peu. Mais là, je reprendrai dans ma thèse un exemple. Voyez-vous, à Rouen, je vous ai parlé du père de Gustave Flaubert, mais je vais vous parler maintenant de Gustave lui-même. Gustave Flaubert, c'est le type même du fils de bourgeois très riche, qui a pu vivre toute sa vie sans travailler, se consacrer uniquement aux lettres, à l'écriture de ses romans. Mais Flaubert n'a pas cessé
tonner contre la bourgeoisie, d'en dire pique-pendre, de les traiter d'affreux, d'incultes, etc. Et ça vous montre que dans la bourgeoisie, il y a toujours une petite tendance à refuser d'être ce qu'on est, en réalité, sur le plan, disons, matériel, financier, économique. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé au XXe siècle et qui explique bien des attitudes un petit peu étonnantes. Au XIXe siècle, c'était beaucoup plus rare. Flaubert était un peu l'exception du genre. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en trouverait beaucoup qui feraient la même chose. Alors un mot sur le rôle que vous avez joué en tant que directeur de recherche. Quel bilan dresseriez-vous de vos directions de recherche avec des doctorants et des masters dont il y a Alors, écoutez, dans une carrière de directeur de recherche, imaginez que tous les ans, j'avais plusieurs dizaines de masters ou DEA. Alors ça fait des masses qui remplissaient les bibliothèques. Hein. J'ai essayé d'en garder la plus grande partie parce que certains étaient vraiment très intéressants. Je ne sais pas s'ils disparaîtront un jour complètement, un jour de grand rangement. J'avais aussi chaque année à peu près une dizaine de thèses en direction. Alors toutes n'aboutissaient pas. Si vous voulez, pour être précis, j'ai pu en voir aboutir 21. Sur ces 21, il y en avait à peu près 5 qui étaient des sujets sociaux. Et le plus grand nombre, une dizaine, c'était des sujets culturels. Mais il y en avait aussi des sujets politiques, à peu près 5, et même des sujets économiques. J'ai dirigé une thèse, c'est celle de Jean-Claude Thomas sur l'industrie drapière, qui a obtenu le prix du journal Le Monde de la meilleure thèse d'histoire économique en son temps. Donc c'était pas évident pour moi, puisque je n'étais pas spécialiste, mais on avait réussi à faire une thèse d'histoire économique et sociale en même temps, montrant cette famille dans son développement, dans ses activités diverses. C'était pas seulement des chiffres qu'on avait mis bout à bout. Et alors là-dedans, écoutez, et puis alors bon, il y a toutes les thèses auxquelles on participe, hein, pratiquement toutes les thèses d'Alain Corbin, de Jean-Marie Mayer, voire de M. Tullard aussi, j'y étais aussi. Donc ça fait une masse de travaux, mais qui sont intéressants dans la mesure où on élargit le champ de son intérêt. Et puis voilà, donc pour citer quelques exemples, la thèse de Vadlorge, par exemple, sur la vie culturelle à Rouen, alors lui aussi a eu la bonne idée ensuite de s'orienter vers d'autres sujets, afin de ne pas rester prisonnier de sa recherche initiale. J'aperçois une dame qui avait fait une thèse sur le comité flamand de France. C'est une thèse culturelle tout à fait originale sur un sujet très mal connu et qui a été tout à fait intéressante. J'en ai eu une autre, alors c'était encore plus exotique, c'était sur les notables d'Alexandrie, en Égypte, au 19e, 20e siècle. Une thèse tout à fait intéressante qui a eu un prix de l'Institut. Donc il y a eu des quantités de choses, je ne vais pas vous les citer toutes, il y avait des sujets parfois amusants, Musée Grévin par exemple, c'était un sujet tout à fait intéressant. Qu'est-ce que je vous dirais encore et puis parfois des thèses surprenantes, une étudiante coréenne qui était en France depuis seulement quelques années, qui avait fait une thèse tout à fait réussie sur Villemessant, homme de presse. Ben, vous voyez donc, il y avait aussi des étudiants étrangers capables de faire de très bonnes thèses. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la thèse d'Olivier Thor. Donc tout ça, c'est une profonde satisfaction d'avoir réussi à diriger des travaux. Alors il y a certains étudiants qui se dirigent presque tout seuls. On n'a pas grand-chose à rétablir. D'autres qu'il faut un peu réorienter. Mais tout ça, c'est un travail vraiment
enrichissant pour le directeur de thèse aussi. Alors nous souhaiterions peut-être terminer sur le rôle social de l'historien que vous avez endossé à Paris et en province. Vous êtes directeur de plusieurs revues, HES, les études normandes. À Paris, vous avez été longtemps président de l'Institut français d'histoire sociale. Vous présidez aussi à Rouen la Société de l'histoire de Normandie, la Société des Amis des monuments rouennais. Oui. Et quelle collaboration avez-vous pu stimuler entre les historiens universitaires et l'université d'une part, et ces illustres sociétés ou académies savantes d'autre part? Alors, les sociétés savantes, c'est ce que certains appellent les érudits locaux, avec une petite nuance de mépris. N'est-ce pas? C'est-à-dire des braves gens qui veulent travailler mais qui n'ont rien compris, et ou qui racontent toujours la même chose avec sans savoir les bonnes archives et les bonnes méthodes. Alors l'intérêt pour un universitaire, c'est justement de leur donner ces directives, sans insister trop. Il ne faut pas être trop directif, ce n'est pas des étudiants, mais il faut leur montrer la méthode. Il faut leur montrer des archives qu'ils n'avaient pas du tout suspectées. Il faut les diriger, les orienter, et on obtient des résultats finalement très satisfaisants. Là aussi, pour un professeur émérite qui n'a plus d'étudiants, il trouve là une façon de se rendre, pense-t-il, un peu utile à la recherche. Toute dernière question. Vous avez consacré une synthèse nationale à l'histoire de ces sociétés savantes. Comment expliquez-vous la vitalité de ces sociétés savantes après leur relatif déclin dans la seconde moitié du XXe siècle? Alors ces sociétés ont connu leur apogée fin 19e, début 20e, et puis il y a toute une série d'événements qui ont contribué à les affaiblir. Il y a eu les deux guerres, qui ont parfois amené à l'interruption de certaines sociétés. Il y a eu aussi les phénomènes financiers. Ces sociétés, au XIXe siècle, elles avaient quelques rentes, elles vivaient de quelques revenus comme ça. Bon, avec l'inflation, la dévaluation, tout ça ne valait plus rien. Donc plus d'argent, plus de possibilité de publier. Une société savante qui ne publie pas, ça ne sert à rien. C'est des bavards, simplement, mais il faut qu'il reste une trace, une publication, des bulletins, des livres. Et alors tout ça, ça a été très amoindri par les deux guerres mondiales, l'inflation et tout ça. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout ça apparaissait auprès de beaucoup de gens comme des vieilleries dépassées complètement. Donc on se moquait des érudits locaux. Et il y a eu dans les années, disons, 1980 à peu près, un renversement, un retour en grâce de ces sociétés, avec des gens qui, arrivés à la retraite, avaient envie d'avoir une activité culturelle dans leur ville, dans leur secteur, et une fois bien guidés, tout ça a donné de bons résultats. Et aujourd'hui, vous avez un peu partout en France des fédérations de sociétés savantes. Il y en a une en Bourgogne, il y en a une en Normandie, il y en a dans le centre de la France, etc., qui réunissent chaque année un congrès annuel, une sorte de grand colloque, où chacun amène sa contribution. Elle publie beaucoup de choses, et je pense que c'est une bonne chose, je pense, Alors, ce n'est pas forcément des grands sujets qui peuvent traiter, c'est plutôt des petites, des points plus précis, mais les historiens de métier peuvent puiser là-dedans de quoi nourrir leur propre synthèse, et donc ce n'est pas inutile du tout. Et ultime question, en guise de transition entre les érudits des sociétés savantes et les jeunes chercheurs actuels qui sont en master ou en doctorat, quel message adresseriez-vous à ces futurs historiens ou jeunes historiens actuels? Moi, je leur dirais peut-être de se méfier un petit peu des sujets à la mode. Chaque période a ses modes.
Et comme je vous l'ai dit, l'histoire sociale, bon, a cédé la place à d'autres choses. Aujourd'hui, c'est les études de genre qui sont à la mode. Mais il faut faire attention à une chose. Les premiers qui réussiront à faire une thèse là-dessus, ils auront leur débouché parce qu'il faut une place pour ça. Mais quand ça sera la 10e thèse sur le même sujet, ben, ils pourront aller se faire voir. Personne n'en voudra. Autrement dit, ne soyez pas trop prisonniers des sujets à la mode et n'hésitez pas à renouveler vous-même des études, quitte parfois à reprendre des sujets qui étaient un peu à l'abandon. Je pense par exemple à Jean-Marie Mayer, l'histoire politique, l'histoire des personnels politiques était complètement à l'abandon à l'époque labroussienne, et Jean-Marie Mayer avait été un des pionniers qui avait rétabli avec sa propre thèse ce genre d'études, et avec succès. Donc voilà ce que je peux vous dire comme conseil, mais bien entendu, les revenants que nous sommes ne peuvent pas être tout à fait au courant de tous les problèmes que vous avez. Et si vous avez des questions à poser plus précises, n'hésitez pas maintenant. Alors, merci beaucoup, M. Chaline. Nous allons passer le micro pour ceux et celles qui souhaitent poser des questions. Professeur Chaline, je me tiens à votre disposition. Bonsoir. Moi, j'aurais une question justement par rapport aux thèses dont vous parliez tout à l'heure et la différence entre les thèses qu'il y avait auparavant et les nouvelles thèses d'État. Pour vous, quel peut être l'impact de la réduction de la durée des thèses sur justement le fond et sur la recherche de manière générale? Oui, comme je vous l'avais dit, il y a des thèses qu'on a faites dans le passé qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Ni la thèse d'Alain Corbin, ni la mienne, par exemple, ne serait possible aujourd'hui. Ça demanderait trop de temps. Et le temps, la moyenne aujourd'hui, combien c'est? 4-5 ans pour faire une thèse nouveau régime. Dans le temps, les doctorats d'État, c'était facilement au moins 10 ans. Donc on pouvait prendre des sujets beaucoup plus amples, beaucoup plus ambitieux, mais en même temps, c'est pas pour autant que les nouvelles thèses sont moins intéressantes, parce que ça permet d'aller plus vite, de renouveler les sujets, et c'est là-dessus qu'il faut jouer pour vous. Il y a un livre dont on n'a pas parlé. Un livre dont on n'a pas parlé, pourtant il a marqué des générations d'étudiants. Ah, c'est le manuel des PUF sur l'histoire du XIXe siècle, donc qui avait été rédigé à la fois par Louis Barjot, André Crevé, qui était professeur à l'université de Caen à l'époque, et vous-même, quand je pense le livre Le projet est parti, vous étiez à Rouen. Je crois qu'il est sorti vers 1995. C'est cette fameuse collection où l'on voit la photo des professeurs. Oui. Et je me souviens. Alors là, il y en avait 3. Il y avait avec moi Alain Barjot et puis Crevé. Et alors Barjot a une cravate qui est incroyable. Mais enfin, c'est les années 90. Donc vous avez toujours eu un style beaucoup plus. Ah oui, alors la cravate de Barjot, il y avait des Mickey dessus. Mais c'est une collection qui a marqué son époque. Oui, alors je ne sais pas si c'était. Resté très populaire. Est-ce que c'était pour garder la tête de leur prof comme ça sur un livre? Peut-être, ça pouvait jouer. Mais je dois dire que ce livre, il a eu au moins 5 rééditions, plus une édition en italien. Et là, j'apprenais par les derniers courriers des PUF, enfin, ce qui remplace les PUF, qu'ils avaient encore un projet, mais alors avec des, sans doute, mettre ça en ligne sur je ne sais quel site. Oui. Oui. Juste une petite question. Vous avez beaucoup parlé en fait des choix de carrière et du sujet. Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire en matière de recherche que vous n'avez pas eu le temps de faire? Bon, bien sûr.
il y a des choses qu'on laisse de côté ou qu'on avait entrepris de faire et puis ça n'a pas marché. En triant mes papiers, je m'aperçois qu'il y a bien eu 2 ou 3 livres pour lesquels on avait démarché, on avait fait le plan du livre, tout était prêt, puis à la dernière minute, c'est l'éditeur qui a lâché. Et celui que je regrette, ça devait être le dictionnaire de la Belle Époque, de même qu'il y a un dictionnaire du Second Empire, etc. C'était une collection tout à fait intéressante, et tout était prêt, toutes les collaborations étaient prêtes, et puis l'éditeur nous a fait faux bon. C'est celui que je regrette le plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous sommes d'une ponctualité exemplaire. En tout cas, un grand merci. Absolument, il est 8 heures. Un grand merci pour votre participation à cette rencontre.